Togo Info, le Togo à votre portée. Anani Sossou, journaliste, consultant en communication politique, notre invité comme annoncé. Voilà, Anani Sossou qui est de retour dans Actu7. Rebonjour Anani. Rebonjour Jean-Marie, rebonjour à tous mes concitoyens du Bas-Mono. Vous avez tenu à votre promesse, vous êtes revenu. Je suis un homme de parole, là, vous pouvez le constater. Chaque fois que je dis quelque chose, je le fais. Je suis toujours dans l'action, pas seulement dans les phrasés. Voilà, c'est un plaisir pour nous. J'espère que vous vous portez très bien. Je vais très bien. J'espère que mes concitoyens qui m'écoutent aussi vont bien, que ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux retrouvent un rétablissement, que ceux qui sont dans des souffrances diverses, qu'ils ne perdent pas espoir parce que nous avons foi que ce Togo sera meilleur pour nous tous et qu'il y aura une redistribution de toutes les richesses. Nous partageons tous cette foi, mais pour ce matin, nous sommes là pour commenter ensemble l'actualité essentiellement consacrée à l'élection présidentielle. Nous allons démarrer avec la campagne électorale pour le compte de la présidentielle justement du 22 février à démarrer jeudi. Vos constats et impressions déjà? Oui, le premier constat que j'ai fait, c'est que contrairement aux élections présidentielles passées, auxquelles j'ai assisté également, que ce soit en 2010 ou en 2015, j'ai remarqué que cette fois-ci, il y a presque tout le monde qui appelle à un apaisement, à des élections apaisées, et de ce fait, la pré-campagne qui avait précédé la campagne proprement dite qui s'est ouverte le 6 février était caractérisée par des ambiances bon enfant. Donc c'est la première fois que presque tous les leaders politiques appellent à des élections apaisées. C'est la première fois également que la société civile, les leaders d'opinion, les personnalités morales, religieuses, etc., appellent tous à des élections apaisées. Je crois que nous arrivons à une certaine maturité quand même politique dans ce pays où on comprend maintenant qu'il ne sert plus à rien d'appeler à la révolte, d'appeler à la violence, et que nous avons qu'un Togo en partage, et que si ça casse, ça cassera pour tout le monde, si ça brûle, ça brûlera pour tout le monde. Je rappelle également que le Togo, c'est un petit pays. Comparativement au Bénin, au Ghana, à nos voisins, le Togo, c'est un tout petit pays de 56 600 km² et que toutes les familles s'imbriquent les unes dans les autres dans ce pays. Parce que si on pense que on martyrise une population de Doufelgou, dans le Doufelgou, forcément que dans les lacs ou bien dans le Bas-Mono, on va retrouver quelqu'un qui est ressortissant du Bas-Mono, mais qui a des enfants avec des ressortissants de Doufelgou et ainsi de suite. Donc, l'ambiance de pré-campagne était déjà bon enfant et que la campagne a bien démarré. Et la FOSEP a fait le premier jour de constat qu'il n'y avait aucun incident. Malheureusement, hier, il y a eu un accident de bus, un bus de 15 places qui transportait des jeunes élèves, des lycéens, qui partait à Ketao, a eu un accident au niveau de Tikawa, parce que d'après mon correspondant, mon collaborateur qui était allé sur place, il y a un virage au niveau du village de Tikawa, et ce virage-là est fortement dangereux. Je rappelle ici qu'il y a une forte irresponsabilité du chauffeur du bus, parce que c'est un bus de 15 places, et d'après mon collaborateur, mon correspondant sur place, ce bus a transporté au moins 45 personnes. C'était dans le cadre des campagnes? C'est dans le cadre de la campagne présidentielle. Puisque vous écrivez justement sur votre page Facebook que les décédés sont tous des jeunes lycéens. Tout à fait, c'est des jeunes lycéens qui ont été appelés à grossir les rangs de ceux qui assistent au meeting, qui devraient assister au meeting du candidat de UNIR, le chef de l'État sortant, M. Faure Gnassingbé, à Ketao. Donc, le phénomène n'est pas nouveau au Togo et n'est pas nouveau même en Afrique généralement. Quand il y a des élections ou bien quand il y a des meetings, tous les partis politiques font toujours ce qu'on appelle communément au Togo l'import-export.
C'est-à-dire qu'ils prennent des populations au niveau de l'endroit où devrait avoir lieu un meeting, ils prennent des populations des environs qu'ils convoient sur le lieu du meeting en faisant de l'import-export. Et ils mettent à disposition des bus, justement, et ces bus-là font des surcharges énormes. Dans le cadre de l'accident actuel dont nous parlons, des lycéens étaient même montés sur le toit du bus. Ouais, un bus de 15 places qui transporte au bas mot 45 personnes. C'est exagéré. Donc il y a des lycéens qui étaient même sur le toit. Donc dans le virage de Tikawa, je crois bien que c'est le nom du village, dans ce virage-là, c'est un risque là-bas, il y a un ravin. Et le bus s'est jeté dans le ravin et on dénombre malheureusement 2 morts sur place. Un troisième serait décédé au centre hospitalier préfectoral de Pagoda et il y a au moins une vingtaine de blessés graves. Donc je profite pour souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, toutes nos condoléances aux familles éplorées et j'espère que UNIR étant responsable de cet accident ne va pas laisser pour compte les familles qui sont dans le deuil. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que à l'issue d'un tel drame, et c'est pas le premier qui a eu lieu, à l'issue d'un tel drame, les cadres UNIR de la région, justement, qui sont chargés de l'organisation et du convoiement des populations vers le lieu des meetings, après de tels drames, ils laissent souvent les familles endeuillées les laissent pour compte. Ils les laissent à leur propre charge. J'espère qu'il est temps quand même qu'on puisse cadrer par des lois de telles manifestations et que la police puisse jouer un rôle dans le convoiement des populations vers les lieux de rassemblement. Voilà, on a toujours assisté à ça, comme vous venez de le soulever, et qu'il y ait des imports-exports, oui, mais que les élèves qui n'ont pas l'âge de voter participent à un meeting. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion pour la CENI de rappeler à l'ordre les candidats? Bon, est-ce que je vais dire que des gens n'ont pas l'âge de voter? Ça, je ne vais pas m'aventurer sur ce plan. Parce que l'âge de voter au Togo, c'est à 18 ans. Et qu'au lycée, au Togo, on sait bien qu'il y a des gens qui ont plus de 18 ans. Au lycée, il y a des gens qui ont leur baccalauréat à 21, 22 ans. Donc, je ne vais pas m'aventurer quand même à dire que ce sont des lycéens qui n'ont pas l'âge de voter. Néanmoins, qu'on retrouve des enfants, justement, quand on retrouve des enfants qui n'ont pas l'âge de voter, l'âge légal de vote au Togo c'est 18 ans, donc on retrouve des enfants qui sont en dessous de l'âge légal de vote au moment où ils devraient être à l'école, qu'on les retrouve sur des lieux de meeting, c'est ça qui est déplorable. Et on a souvent remarqué que lorsque le parti au pouvoir a souvent un meeting dans des endroits, l'administration est au ralenti et plus rien ne fonctionne. Les écoles sont presque fermées, où les professeurs, les élèves sont tous convoyés sur les lieux de rassemblement. Il est temps quand même qu'on arrête avec cette pratique d'un autre âge. Nous évoluons, le monde évolue. Donc, qu'on laisse la relève de demain, qui sont justement ces élèves-là, poursuivre leur cursus scolaire normalement. Qu'importe si c'est la personne même du chef de l'État qui arrive pour un rassemblement, que les élèves soient à leur place et que les professeurs également soient à leur place. La campagne électorale, c'est encore un moment où l'administration tourne au ralenti, étant donné que tous les fonctionnaires de l'État, surtout les ministres et tout le monde est en campagne et ça agit quand même sur le déroulement normal des activités et ça passe également sur l'économie du pays. Nous avons parlé de quelques candidats. Agbeoumé Koyo, lui, a lancé sa campagne vendredi après une messe d'investiture, messe dite par son mentor, finalement, son mentor, Monseigneur Kpodjo. C'est peut-être du nouveau, parlant d'investiture au Togo. Oui, ce qui s'est passé au Togo n'est pas du tout normal. Qu'un prélat désigne un candidat et de surcroît l'investit dans une église avec des emblèmes du pays, notamment le drapeau du pays. Cela n'est pas normal. Nous sommes d'abord dans un État laïque. Le Togo, c'est un État laïque.
Et comme telle, la religion n'a rien à voir avec la chose publique, la Depuis politique. la séparation de l'Église et de l'État. Ouais, voilà. Donc, la religion n'a rien à voir avec la politique. Soit on veut être politicien, on enlève sa soutane, on fait de la politique, soit on est religieux, et puis voilà. Est-ce que Monseigneur Kodjo est juste un religieux? Il est plus qu'un religieux. Il a conduit la conférence souveraine. Oui, mais Monseigneur l'archevêque actuel de Lomé, Monseigneur Barriga. Écoutez-moi, Monseigneur Barriga, il a conduit aussi la CVJR. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est un homme politique, parce que c'est une personnalité morale qui était censée accorder les violons, recueillir d'abord tout ce qui est témoignage, etc. Et puis essayer de faciliter la réconciliation. C'est le rôle d'une personne morale. Monseigneur Kodjo avait été appelé à conduire la conférence nationale de 1980, de juillet-août 91. Et on a connu ce que ça a été. Parce qu'il n'a pas su jouer un rôle de modérateur, justement. Il a pris fait et cause pour une partie de la classe politique togolaise. Justement, voilà pourquoi notre conférence nationale a échoué. Et c'est ça, les conséquences que nous subissons jusqu'à présent. Parce que quand vous voyez au Bénin ce qui s'est passé, la conférence nationale avec Monseigneur Robert de Souza, la conférence a accouché de bonnes résolutions où le prélat de l'époque au Bénin a su donner les bons points, les mauvais points à chacun des partis, à chacune des parties prenantes à ce forum national. Au Togo, on a remarqué que Monseigneur Kodjo n'a pas su gérer en tant que personne morale, qui est d'abord un père d'une église. Le père d'une église, ça veut dire que il y a à l'époque le RPT, il y avait des gens du RPT qui étaient des catholiques, des gens de l'opposition qui étaient des catholiques. Mais pourquoi alors il a pris fait cause pour une partie seulement de la classe politique, tout en laissant l'autre classe politique, parce qu'il a été manipulé justement par l'opposition. Donc, ici, quand Monseigneur Kodjo trouve aujourd'hui, moi la raison que je trouve, quand il voit aujourd'hui que il a un rôle à jouer parce qu'il dit qu'il veut voir l'alternance avant de mourir, c'est justement parce qu'il veut se racheter par rapport aux erreurs commises dans le passé, justement, au niveau de la conférence nationale. Donc, il n'a pas cette stature-là pour investir un candidat dans une église et, de surcroît, lui donner un drapeau national, qui est une emblème nationale. D'ailleurs, hier, j'ai été tout à fait content d'apprendre quand même que une personnalité de la société civile et non des moindres, Kwande Adjaré, qui a condamné l'acte posé par l'archevêque, l'évêque plutôt, ou bien l'archevêque émérite de Lomé. Je voulais également ajouter que il investit un candidat dans une église. Mais je crois savoir quand même que Jean-Pierre Farou aussi, c'est un chrétien catholique. Si par exemple, tous ceux qui sont des candidats, qui sont des chrétiens, le chef de l'État sortant, le candidat Faure-Gnassingbé aussi, c'est un chrétien pratiquant. D'ailleurs, il a été la dernière fois à la cérémonie qui devrait installer Monseigneur Denis Barriga, Anani Barriga, dans ses fonctions d'archevêque de Lomé. Mais pourquoi il ne prend pas tous les candidats? Donc ça veut dire qu'il crée encore, il crée encore de la division. Un travail préalable. Il a fait le tour de presque tous les candidats de l'opposition. Mais est-ce que vous savez la les candidats qui n'ont pas voulu? Est-ce que vous connaissez réellement la procédure qui a conduit au choix du candidat une plateforme des sages? Mais je vais vous raconter ce que l'un des participants à ce conclave, si j'allais dire, ce qu'il m'a rapporté textuellement. Je parle de M. Ton Aubin, dont la candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle pour défaut de signature suffisante. Et je le regrette toujours parce que c'est un jeune, quand même, qui a une vision qui est à apprécier pour ce pays. Alors, Monseigneur Kodjo, déjà au mois de novembre, tu es journaliste, si tu faisais des investigations, déjà au mois de novembre, moi je savais que c'est la personne de M. Agbeomé qui devrait être le candidat du prélat. Et également, beaucoup de gens, beaucoup de journalistes au Togo, à Lomé notamment, savaient qu'au mois de novembre déjà, Monseigneur Kodjo allait désigner
son candidat du Saint-Esprit qui serait M. Agbomey Kodjo. En réalité, on a appelé les candidats pour qu'ils viennent soumettre leur programme de gouvernance. Donc, on ne les a pas auditionnés, comme cela se doit. Par exemple, M. Aubin-Tom m'a raconté qu'on l'a appelé à 14h30 pour qu'il se présente à 15h avec son programme de société et qu'il doit défendre. Comment est-ce possible? C'est la manière. La meilleure procédure que Monseigneur Kodjo aurait pu faire serait, par exemple, de donner la même chance à tous les candidats, de présenter des programmes, de créer une plateforme. Sur cette plateforme-là, il va demander aux Togolais de s'inscrire. Sur cette plateforme, on va présenter les programmes de chaque candidat. Et lorsqu'on aura présenté les programmes de chaque candidat, on va demander à chaque candidat de faire un débat dessus. Mais il y a des radios privées aujourd'hui, il y a des télévisions privées. Comme ça se fait en France, comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait dans d'autres démocraties au niveau des primaires. Justement. On aurait pu demander, laisser la chance à chaque candidat de présenter son programme, de défendre son programme à armes égales. Et maintenant, sur le panel qui sera créé, les Togolais vont s'inscrire. On va demander maintenant aux Togolais de voter pour le candidat qui aura convaincu l'auditoire. Cela n'a pas été le cas. On a fait au forceps pour imposer un candidat avec un entourage. Il a été imposé. Il a été imposé par le prélat et avec le comité des sages dont on parle. Et également avec un certain assistant du prélat, Marc Mondi. Donc c'était une manipulation qui avait conduit justement à la présentation du candidat du Saint-Esprit le 31 décembre 2019. C'était vraiment... au nom de quoi, Jean-Marie, dis-moi, au nom de quoi par exemple? Au nom de cette volonté au nom de quoi? De pouvoir voir l'alternance. Non, l'alternance ne se décrète pas comme ça. C'est en faisant... Non, ils vont quand même aller aux élections, ce n'est pas décrété. En faisant tel que Monseigneur Kodjo a procédé, on a encore fait des clivages. Regarde d'ailleurs, dans la C14, dans ce qui était plutôt dans le conclave de Monseigneur Kodjo pour désigner un candidat unique, il y avait le professeur Aimé Gogué, il y avait le professeur Wolou, n'est-ce pas? Et il y avait au Béton, il y avait plein d'autres, Pierre Baudard, etc. Mais quand vous remarquez aujourd'hui, il y avait le docteur Koïsson, quand vous remarquez aujourd'hui, tous les candidats, les 6 candidats de l'opposition aujourd'hui, parmi les 6 candidats, 5 étaient dans le conclave Kodjo. Pourquoi ils sont partis de ce conclave Kodjo? Pour se présenter aux élections, alors que l'objectif était de choisir un candidat unique. C'est justement parce que la procédure ayant conduit au candidat du Saint-Esprit était une procédure biaisée. Regarde un peu les FDR. Ils ont demandé à ce que chaque électeur, chaque militant, chacun de leurs militants choisisse le candidat avec leur conscience. Ça veut dire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y a un candidat unique de l'opposition, et lorsque je vois sur les affiches du candidat du Saint-Esprit, M. Agbomey Kodjo, candidat unique de l'opposition, c'est une pure escroquerie. C'est une pure escroquerie. Alors, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que Jean-Pierre Fabre, lui, n'est pas un candidat de l'opposition? En quoi M. Agbomey Kodjo est plus opposant que Jean-Pierre Fabre, est plus opposant que le professeur Wolou, est plus opposant que Aimé Gogué? Non, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Monseigneur Kodjo, par ses comportements, divise encore plus les Togolais. Parce que quand vous voyez sur les réseaux sociaux, quand vous entendez dans la rue les discussions entre militants de ce pays, on fait des objections à la procédure Kodjo. Et Kodjo, en tant qu'homme sage, à bientôt 90 ans, devrait jouer un rôle primordial dans le rassemblement des forces du progrès et des forces de l'alternance. Quand vous voyez également le PNP, on avait tenté, le candidat du prélat avait tenté d'associer le PNP à sa cause en disant, à travers un tweet sur sa page officielle, en disant que le PNP lui apportait un soutien, ce qui n'a pas été le cas, puisque le PNP a sorti le lendemain un communiqué pour démentir cela. Ils sont dans leur logique, ils avaient appelé au boycott des élections, du recensement, etc. Je ne vois pas pourquoi ils vont apporter leur caution à un candidat donné. Deuxième élément,
on a parlé d'un rapprochement avec l'UFC de Jésus-Christ Olympio. Puisqu'il y avait une rencontre qui a été interprétée. Oui, mais quand on lit bien le communiqué de l'UFC, il est assez clair. C'est M. Kodjo qui a demandé à rencontrer Jésus-Christ Olympio. Et M. Jésus-Christ Olympio dit, il n'y a pas de souci, on est des Togolais, on va discuter. Ils ont discuté de tout et de rien, mais il n'a jamais été question d'un ralliement de l'UFC à la candidature du choix du prélat. Non, mais dès que le candidat est sorti, il a pondu un communiqué pour dire que voilà, l'UFC apporte sa caution dans le cadre exactement de l'exercice. Ce n'est pas sérieux. C'est parce que l'UFC fait du rétropédalage. Non. Parce que on ne peut pas parler de rétropédalage dans ce cas-là. Parce que quand je vois... Puisque dans la réaction, dans un premier temps, l'UFC n'avait pas réagi. Peut-être que, selon certains, l'UFC aurait reçu des menaces de la part du... soyons sérieux. Jésus-Christ Olympio aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a encore à perdre? Ils ont toujours l'accord avec... Jésus-Christ Olympio aujourd'hui n'a rien à perdre, parce qu'il a un accord, avec avec UNIR. Il a un accord personnel avec le chef de l'État. Et en plus, n'oublions pas que Jésus-Christ Olympio aujourd'hui est le chef de file de l'opposition. Et dans ce cas, c'est une institution. En quoi on l'aurait menacé de le destituer? Non, si on ne peut pas le destituer puisque c'est une institution qui est là, il ne sera destitué qu'au cours des prochaines élections législatives qui auront lieu en 2023. Si par malchance, son parti ne remporte pas la mise au niveau du Parlement. Donc quand on dit que c'est un rétropédalage, non, ça c'est le staff du candidat du prélat qui essaie de brouiller les pistes pour que les gens ne voient pas l'opportunisme qui caractérise le personnage qui est leur candidat. Ce n'est pas du tout sérieux qu'un candidat qui veut présider au destin de ce pays. Un candidat sérieux, ce n'est pas bien qu'il puisse d'abord dire des contre-vérités en ce qui concerne le PNP, dire des contre-vérités en ce qui concerne l'UFC, et en plus, moi j'avais même lu sur les réseaux sociaux qu'un certain François Bocor aurait apporté sa caution, ce qui n'est pas le cas. Mais, je vais te poser une question. Pourquoi, si on est sûr de soi, si on est un candidat du Saint-Esprit, et alors, ça veut dire que Dieu est dedans, l'Esprit Saint est dedans, donc ça veut dire qu'il aura la victoire pour ceux qui croient, n'est-ce pas? Mais, si on a cette foi-là, pourquoi alors solliciter de gauche à droite? Inventer même des soutiens. Pourquoi solliciter? Pourquoi vouloir chaque fois que les gens viennent? Pourquoi mentir? Oui, mais d'accord. Mais, monsieur Jean-Marie, si tu es candidat, que tu vas à une élection, si je dois t'apporter ma caution, ça veut dire que ton programme me convainc. Ça veut dire que j'ai vu ton parcours. Ton parcours est plus ou moins sérieux. Et que ce parcours-là, c'est un parcours qui peut conduire le Togo vers de bonnes destinées, n'est-ce pas? Mais tu ne vas pas quand même passer par des subterfuges, des contre-évolutions pour que je sois associé. Revenons au cas de l'UFC. Il faut reconnaître que pendant longtemps, l'UFC a été indécise. L'UFC ne s'est jamais prononcé, n'a pas donné de consigne. Peut-être que le candidat de cet esprit peut dire qu'on peut encore l'arracher. Oui, mais non. Mais c'est ça que je dis. Il appartient à l'UFC. L'UFC, c'est un parti quand même qui est organisé. Jusqu'alors, il n'y a pas de consigne à ce que je sache. La campagne n'est pas encore terminée, n'est-ce pas? C'est ça. Mais l'UFC, c'est un parti qui est organisé, qui sont représentés à l'Assemblée nationale, qui ont des démembrements, qui ont un bureau national. Il appartient au bureau national de décider en conclave à qui apporter un soutien. Ou bien ils vont sortir un communiqué aussi pour demander aux Togolais de faire leur choix avec leur conscience. Librement avec leur conscience, soit apporter leur caution, soit au candidat du prélat, ou bien à l'UFC, à l'ANC, ce dont je doute pour les deux premiers, peut-être à unir, puisqu'ils sont dans un accord qui date de mai 2010. Et cet accord n'a pas été rompu. N'oublions pas que M. Fornia Singbe, le candidat de UNIR, il va chez Jésus-Christ Olympio à la maison et vice-versa. Donc, quand on dit qu'il y a un rétropédalage, moi ça me fait sourire. Voilà. Donc, on va parler de notre parti. C'est quand même des astuces pour brouiller les pistes. Voilà, l'ANC, elle a choisi de démarrer sa campagne au nord. Une stratégie, une technique d'approche peut-être? Oui, mais l'ANC a toujours, si vous suivez bien les campagnes de l'ANC, ils ont toujours commencé au nord pour terminer au sud. Parce qu'ils savent qu'au nord, ils n'ont pas eu une assise
Hein, ils ne sont pas bien implantés, n'ont pas une grande popularité par rapport, par exemple, dans les savanes à Tandouar et à Di de Mégogué, ou bien par rapport à Unir, qui maîtrise plus ou moins bien le Nord. Il faut dire que l'ANC a toujours fait cela. Ils commencent toujours vers le Nord, et puis, comme ils savent qu'ils ont des assises beaucoup plus larges, beaucoup plus populaires au Sud, ils préfèrent montrer les plus belles images en fin de campagne au Sud. J'ai vu un peu les images qui ont été tournées à Saint-Cassé. Vous avez pu remarquer qu'il n'y avait pas assez de monde. Justement, il paraît qu'il y a eu des intimidations dont on n'a pas la preuve. Oui, bon, ça, je n'ai pas la preuve, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. J'ai lu sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, que le préfet aurait interdit de l'ANC. Voilà, et puis même, la chose la plus farfelue que j'ai lue, c'est que le préfet a dit aux gens que si vous votez même pour l'ANC dans les urnes, vous serez sanctionné. Mais la question que je me pose est celle-ci. Si moi je vais dans l'urne, dans l'isoloir, je suis seul dans l'isoloir, n'est-ce pas? Comment est-ce que le préfet saura pour qui j'ai voté? Donc, il y a des raisonnements sur la toile qui ne sont quand même pas fondés. Donc, l'ANC a sa stratégie qui est toujours de commencer au nord et progressivement de gonfler les masses pour connaître une grande apothéose à Lomé. Jean-Pierre Fabre qui va à cette élection tout en incriminant la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats définitifs. Oui, j'ai pas compris sa stratégie non plus. Je ne suis pas juriste d'abord, Jean-Marie, je ne suis pas juriste. Mais lorsque l'ANC et M. Jean-Pierre Fabre déclarent cette cour illégale et qu'il présente sa candidature, et M. Jean-Pierre Fabre qui présente sa candidature devant cette cour illégale, et cette cour illégale qui valide encore sa candidature, il y a un peu de... Oui, je ne vois pas, il y a d'amalgame. Je ne vois pas au nom de quoi il dit que la cour est illégale et dans le même temps, il présente sa candidature qui est acceptée par cette cour illégale. Donc, il n'y a que ceux qui font le droit, ou bien ceux qui sont des juristes, qui peuvent nous expliquer la procédure de l'ANC. Parce que je lis par-ci, par-là qu'elle sera porteuse, elle sera ci, elle sera ça, mais Togolais que moi je suis, a une longue expérience depuis 1992 de la chose politique. Je sais que ça n'aboutira à rien et que la Cour constitutionnelle, telle qu'elle est dans sa composante actuelle, va jouer pleinement son rôle durant tout ce processus électoral. Voilà, les candidats, les 7 s'expriment depuis jeudi sur les chaînes nationales. Vous les avez suivis, vous? Oui, j'ai suivi un peu tous les candidats. Ce serait vraiment une tare chez moi si je ne les avais pas suivis. J'ai suivi aussi les programmes. Ils sont aussi alléchants les uns que les autres. Mais ma grande question que je pose, par exemple, pour ceux qui veulent faire le passeport à 10 000 francs pour une validité de 10 ans, ceux qui veulent faire la carte d'identité à 2 ans, ceux qui veulent créer des cantines scolaires partout, ceux qui veulent faire les études de droit. Oui, déjà, faire les études de droit déjà dès le lycée, etc. Mais la grande question que je me pose, ils ne nous disent pas comment ils vont financer cela. C'est ça la grande interrogation. Donc, parce qu'il ne suffit pas de faire des programmes alléchants. Parce qu'un pays, c'est quoi? Pour qu'un pays fonctionne, il faut un budget. Il faut des recettes et des dépenses. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut des budgets. Il faut un budget. Maintenant, quand on voit le budget du Togo, peut-être qu'ils ne sauront apprécier le budget. Non, le budget du Togo cette année, c'est 1400 milliards, à peu près, de francs CFA, dont plus de la moitié sont consacrés au social. Mais moi, je dis une chose. Ces candidats, ils auraient pu approcher l'OTR, qui rassemble les recettes de l'État. Ils auraient pu faire un travail, étant donné surtout que l'un des candidats est encore à l'Assemblée nationale et qu'il a le droit de regard sur le budget des finances qu'il a voté d'ailleurs. Le budget des finances 2020 qu'il a voté d'ailleurs. Ces candidats-là auraient pu alors approcher les différentes instances, aller au plan, au ministère du plan, le directeur du plan, pour qu'on leur fournisse les données qualitatives, quantitatives, qui puissent leur permettre alors de faire leur programme de société. Ils ont fait beaucoup de programmes. Moi, je dis que tous ces programmes-là, ce n'est qu'un leurre. C'est pour flouer encore une fois de plus l'opinion, le lectorat. Comment est-ce qu'ils financent? Il n'y a personne qui nous dit
Est-ce que vous avez entendu qu'il y a quelqu'un qui a dit voilà comment on finance là, voilà comment on finance, c'est à partir de telle recette, ou bien c'est à partir de telle méthode, ou bien c'est à partir de tel emprunt. Le Togo est un pays endetté. S'ils veulent endetter encore plus le pays pour financer leur projet, il va falloir qu'ils nous le disent. Et c'est là où j'accuse aussi souvent les journalistes, surtout ceux qui pratiquent. Ils devraient poser cette question fondamentale à chaque candidat. Ils ont été à leur conférence de presse. Ils ont suivi le chapelet des projets. Les projets sont alléchants, mais comment vous les financez? Ça, c'est ce qu'on appelle de la démagogie. Parce que tant qu'un candidat... C'est valable pour le candidat sortant? Non, le candidat sortant, par exemple, a une expérience, de la chose publique. Quand vous suivez sa campagne est basée sur le PND. Or, le bilan de certains projets. Oui, le bilan de certains projets qui sont déjà réalisés, et puis il y a le PND dont le montant c'est 4 622 milliards de francs CFA, dont 35% viendra de l'État et les 65% du secteur privé. Donc, lui, il a déjà ficelé son PND depuis 2018. Et il sait sur quoi il peut compter maintenant pour faire d'autres promesses, étant donné qu'il avait déjà réalisé certaines de ces promesses-là, même s'il n'a pas tout fait, comme il le reconnaît lui-même, mais s'il n'a pas tout fait, au moins il a une idée d'où il peut trouver les fonds nécessaires pour poursuivre, s'il est élu, pour poursuivre son programme au niveau social et puis au niveau économique, au niveau du développement du pays. Donc, pour lui, je trouve quand même que lui, il est déjà à la manœuvre. Il a déjà tous les atouts. Il a déjà tous les atouts. Il a lancé son PND et toute sa stratégie maintenant est consacrée sur le PND. Parce que même hier, que ce soit à Ketao, à Niamtougou ou à Kanté, il n'a parlé que du PND, de l'agro-business, de l'énergie. Or, le 6 ou non bien le 5, il a inauguré une centrale solaire à Blita d'une capacité de 50 MW. C'est assez grand. Donc, il a déjà des atouts. C'est un favori? Oui, moi je dirais que c'est actuellement, dans le contexte actuel, c'est un favori. L'essentiel c'est que les élections soient transparentes, qu'il n'y ait pas de fraude, que les fraudes soient limitées pour qu'on trouve la vérité des urnes. Donc je reviens à cette question-là pour les autres candidats. Il va falloir que vous les receviez au cours de ces campagnes, que vous leur demandiez, oui, vos programmes sont alléchants, mais comment vous les financez? Comment vous les financez? C'est à partir de là, on va voir qui est démagogue et qui ne l'est pas. Qui peut faire et qui ne peut pas faire. Il y a tellement... C'est vrai que jusqu'alors, les projets de société ne sont pas encore chiffrés. On va peut-être les attendre sur le sujet comme vous l'avez dit. Comment est-ce qu'on peut faire un projet de société? Présenter ce projet de société à l'opinion nationale et internationale. Présenter ça devant les journalistes. Et on ne les chiffre pas. Quand est-ce qu'on va les chiffrer? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On aurait pu nous dire, voilà, dans tel domaine où on va faire le passeport à 10 000 francs sur 10 ans, on va combler cela à travers telle chose. Quand on dit comment on va faire le droit à partir du lycée, il faudra qu'on nous dise comment est-ce qu'on va engager. Financer les études. Financer les études, construire des infrastructures pour ça, engager des enseignants, les payer. Comment est-ce qu'on trouve l'argent pour pouvoir greffer tout ce monde-là sur le budget de l'enseignement? Donc voilà, c'est que de la démagogie. Personne ne nous dit sérieusement ce qui peut se passer. Voilà, pour la campagne électorale, nous allons peut-être changer de sujet. 5 février 2020, 15 ans après la disparition de Iyad Maniassibé, que dire de l'homme? L'homme est d'une intelligence indéniable. Il est rusé, il est d'un calme olympien. Il n'a pas fait de grandes études, mais d'après les témoignages de ceux qui l'ont approché, il a une mémoire vraiment assez grande. À telle enseigne que il y a un de ces anciens ministres qui me racontait même que si tu lui dis quelque chose et que tu penses qu'il a oublié, même 2 ans plus tard, il va te raconter exactement le contexte dans lequel ça a été dit, ce que tu lui as dit, même si c'est des chiffres, il retient toujours les chiffres. Donc, ce que j'allais dire quand même, c'est quelqu'un qui en 8 ans durant qui a modelé ce pays. On connaît aussi ses insuffisances.
hein, notamment en matière de longévité au pouvoir, où il n'hésitait pas à faire sortir l'armée dans la rue pour brutaliser, tuer au nom de son trône. On connaît également que c'est un monsieur qui a une largesse inouïe, où il partageait et distribuait l'argent au détriment du développement qui devrait se faire. Mais c'est un monsieur quand même qui a marqué les Togolais. C'est un grand homme que le Togo a connu. Il est mort en partant avec cette vérité-là, où on ne sait pas toujours, même s'il a reconnu la paternité de l'assassinat de Monsieur Sylvanus Olympio dans Match, dans le magazine français Match du 14 janvier 1963. Il y a d'autres sources et d'autres historiens qui ont dit qu'en fait, il n'a été c'est pas lui qui a tiré, ou bien il a été le bras armé de la France, etc. Il est mort sans nous dire exactement ce qui s'est passé sur le décès du père de l'indépendance de la nation. 15 ans après, son souvenir est toujours vif dans les mémoires, parce qu'on se rappelle toujours ces défilés à n'en point finir, ces fêtes au camp, les réjouissances. Et la dernière fois, il y a un enseignant retraité qui me disait que au mois chaque janvier, il ne souffrait pas puisqu'il y avait le 13e mois, qui est le 13 janvier justement. Donc c'est quand même quelqu'un qui a marqué les Togolais d'un saut, et on n'est pas prêt à l'oublier. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce nouveau numéro de Actu 7. Nous allons finir par un sujet assez rocambolesque. Peut-être vous, Ananis aussi, vous avez des portefeuilles magiques. Des porte-monnaie magiques. Non, mais je vais demander à mes compatriotes de ne pas croire en ces choses, parce que ça n'existe pas. Quand vous voyez, ce sont souvent les Béninois qui sont les champions, qui disent qu'ils font des portefeuilles magiques. La seule question qui vaut la peine d'être posée, si les Béninois, il y a des féticheurs qui sont aussi forts dans le fait de faire des portefeuilles magiques qui peuvent donner 300 000 francs par jour, 100 000 francs par jour, pourquoi il y a encore autant de pauvres au Bénin? Ça, c'est la grande question. Donc, c'est des illusions, c'est des vendeurs d'illusions, c'est des escrocs qui vont vous arnaquer. Ne croyez jamais en ça. L'argent, on ne peut l'avoir que par le travail. Donc, j'exhorte tous mes compatriotes à se détourner de ces escrocs-là, à travailler, à avoir du courage, de l'abnégation. Même si aujourd'hui on n'a pas le résultat escompté, il faut toujours espérer, toujours travailler d'arrache-pied, et au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. Ça, c'est certain. Je voulais profiter, étant donné qu'on arrive à la fin de cette émission, je voulais convier mes concitoyens, qu'ils soient de UDIR, qu'ils soient de l'ANC, qu'ils soient du MCD, qu'ils soient de Santé du Peuple, qu'ils soient du MPDD, qu'ils soient du PSR, tous mes compatriotes, je voulais les exhorter à cultiver l'esprit de tolérance au cours de cette campagne. Je voulais les exhorter à cultiver le vivre ensemble. Je disais tantôt que le Togo, c'est le seul héritage que nous avons en commun. Quand on voit le contexte sécuritaire aujourd'hui dans notre sous-région, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram, ce qui se passe au Niger, quand on voit ce contexte-là, moi je ne souhaiterais jamais qu'il y ait de ces troubles-là dans notre pays, qu'il y ait de la violence, ou bien que des élections amènent la violence. Le Togo a fait tellement couler de sang, et qu'il est temps aujourd'hui pour nous Togolais de cultiver l'esprit du vivre ensemble. Il est temps aujourd'hui que les élections soient un moment où le gagnant reconnaît dans l'humilité qu'il a gagné en tendant la main aux perdants, et que les perdants aussi reconnaissent avoir perdu, tout en préservant le tissu social qui nous unit. Je veux exhorter également mes concitoyens Togolais à ne plus mourir au nom de la politique, à ne plus faire la prison au nom de la politique, à ne plus être des blessés ou bien des réfugiés au nom de la politique. Il est temps que ça s'arrête, parce que les politiciens, ils ont leur agenda. Les politiciens, quoi qu'il en soit, ils vont se retrouver toujours entre eux pour négocier dans un dialogue. Et ils vont toujours se serrer la main, ils vont peut-être boire ensemble, ils vont toujours se tendre la perche,
Tandis que le concitoyen qui s'est battu, il va se retrouver démuni en prison, etc., etc. Laissons les politiciens faire leur politique et nous concentrons-nous sur le développement de ce pays. Il est temps que le Togo amorce son développement et que d'ici 2030-2040, on ne soit plus à ce niveau, mais que les infrastructures soient bien faites. Regardez l'état de la route de Améniran jusqu'à Fagnan, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je ne vois pas pourquoi l'État ne peut pas penser plutôt au développement du pays, mais ou des gens qui sont, même au gouvernement, qui font de la politique politicienne, ceux qui ont justement volé l'argent du pays, ceux qui justement sont devenus des égoïstes parce qu'ils sont devenus des milliardaires. Je vais leur rappeler à ceux-là qui sont dans le gouvernement ou bien dans l'ossature du chef de l'État, qui se sont enrichis, qui refusent de redistribuer la richesse, qui sont devenus des égoïstes, de penser d'abord à ce peuple-là avant toute chose, et qu'il est temps maintenant que la corruption a plus à jouer son rôle en mettant en prison ceux qui ont justement volé l'argent du pays. Voilà. Et que nous les pauvres, nous souffrons. C'est le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à vous, Anani Sossou, journaliste et consultant en communication politique. Merci d'avoir accepté une fois encore. On le remet encore pour une autre fois, c'est ça? Ben, on verra bien. Je vais voir ce que ça va donner tout à l'heure. Surtout que vous êtes à cheval entre le Togo et la diaspora. En tout cas, vous bougez beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Et passez une très bonne journée. Merci à Innocence de vous qui a relayé, de Kofi à la mise en onde d'appeler moi Jean-Marie Gonsalves.